Le monde actuel est confronté à de nombreux problèmes écologiques, démographiques, économiques, religieux, géopolitiques et même épidémiologiques. En fait, les problèmes que connaît le monde, et tout particulièrement l'Occident, sont si nombreux qu'on ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, la plupart du temps, on se contente de les pointer du doigt sans forcément y apporter de solution. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une ébauche de début de solution. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était L'archéofuturisme de Guillaume Faye, et je l'ai lu avec Egonon, qui a d'ailleurs travaillé à la réédition du livre. Guillaume Faye, c'est un personnage véritablement hors norme. Journaliste, écrivain, théoricien politique et même animateur de radio sur Skyrock. Les plombiers ont la réputation d'être de sacrés chauds lapins. La preuve. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous faites des travaux de plomberie ? Oui. Parce que bon, c'est un petit peu spécial. Ma femme a un petit fantasme. Elle aimerait que le plombier vienne. Elle aimerait avoir une petite relation avec le plombier. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Mais c'est horrible pour vous, ça. J'ai d'autres satisfactions par ailleurs. Mais elle veut absolument un plombier ? Bah oui, c'est le fantasme du plombier. Hein. Je vais demander au plombier qui est là demain, hein. Patientez. Allô ? Oui. Bon, ma femme a un fantasme, c'est se faire le plombier, voilà. Y a pas de problème. C'était aussi un penseur très radical et qui ne cessera d'ailleurs jamais de se radicaliser tout au long de sa vie. Guillaume Faye, c'est un européiste et quelqu'un pour qui la notion d'une terre, un peuple est absolument fondamentale. Mais évidemment, on n'est pas obligé d'adhérer à toute la vision de Faye pour y trouver des idées extrêmement intéressantes et enrichissantes. Faye, c'était quelqu'un qui aimait choquer. Et il rappelle d'ailleurs que c'est la droite, aujourd'hui, qui détient le monopole de la pensée alternative, de la pensée rebelle. Là où la gauche, elle, n'est plus qu'inquisition, puritanisme et dogme. En fait, pour Faye, la droite devrait se réapproprier l'idée de révolution. Alors voyons ensemble ce que dit ce livre iconoclaste et scandaleux, qui est sans aucun doute l'un des opus les plus importants de l'auteur. On va commencer par définir le concept d'archéofuturisme, qui est donc composé de deux mots. Archéo, qui renvoie à archaïsme, et futuriste. Avec l'archéofuturisme, Faye propose un retour à l'archaïque, ce qui peut interpeller puisque le mot renvoie souvent à quelque chose de péjoratif. L'archaïque, c'est ce qui est périmé, primitif. Mais ici, Guillaume Faye l'emploie dans un sens tout autre. Il entend archaïsme comme une manière de restaurer des valeurs ancestrales, c'est-à-dire prémodernes, inégalitaire et non humaniste. Et ce retour à l'archaïque, il le justifie par le retour d'interrogations primales, religieuses, ethniques, alimentaires et épidémiques notamment. Parce que le mondialisme, les sociétés multiculturelles et les communautarismes et les conflits qu'elle impose impliquent un retour à des questions archaïques, c'est-à-dire des questions qui ne seront jamais dépassées. Et avec cette idée de retour à l'archaïque, Faye considère en quelque sorte que nous ne sommes pas au-dessus de ce que nos ancêtres ont eu à affronter, que les problèmes humains sont et resteront toujours les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut rester connecté à notre passé. Pour autant, Faye se place en opposition au conservatisme qui évoque l'immobilité, la stagnation. Selon lui, il ne faut être ni traditionnaliste, ni moderniste, mais archéo-futuriste. Il s'agit donc de puiser dans le passé, de ne jamais faire table rase, mais de ne pas renier le progrès, parce que l'homme du futur sera celui qui aura la mémoire la plus longue. L'idée, c'est donc de respecter l'héritage de tout ce que les siècles ont fait, sans être exagérément attaché au passé, ni vouloir restaurer ce qui est tombé. Ni restaurateur, ni réactionnaire, puisque le passé des quelques derniers siècles a généré la vérole qui nous ronge. C'est donc un respect de la tradition qui ne doit pas être aveugle, figé, parce qu'après tout, les traditions sont faites pour être expurgées, épongées, sélectionnées, car beaucoup d'entre elles sont porteuses des virus qui explosent aujourd'hui. Voilà donc le rapport au passé que préconise Faye. Apprendre du passé, le respecter, mais sans pour autant s'y soumettre. Ce qu'il méprise le plus chez les traditionalistes ou les conservateurs, c'est le folklorisme, qu'il considère comme un fétichisme de l'enracinement. Pour Faye, folkloriser la culture européenne, c'est la dévaloriser, la réduire à son aspect primaire. C'est une muséification de l'Europe, comme si on considérait qu'elle appartenait déjà au passé et qu'elle était en quelque sorte déjà morte. Or, l'archéofuturisme, c'est considérer que la culture européenne, ce sont autant les coiffes bretonnes ou les sculptures paysannes en bois de Scandinavie que le design des Ferrari ou les réacteurs germano-franco-suédois d'Ariane 5.
Et si les conservateurs ont tendance à renier le présent, ils ont aussi cette fâcheuse habitude de refuser le progrès, le futur. L'archéofuturisme, c'est vraiment vouloir faire tout le contraire de la muséification. Une muséification qui offre d'ailleurs un boulevard à l'américanisation. Parce qu'on peut critiquer l'Amérique autant qu'on veut, elle vit avec son temps. Sa culture n'est pas figée, elle est vivante et en pleine forme. Et donc l'idée à travers l'archéofuturisme, c'est de rompre avec cette philosophie du progrès qui considère que la civilisation avance en ligne droite. Or, on l'a vu, le retour des questions archaïques nous prouve bien la dimension cyclique de l'histoire. Et cette philosophie du progrès, selon Faye, est devenue obsolète à cause de ces dogmes égalitaristes, humanistes et individualistes qui nous conduisent droit dans le mur. Ces dogmes ne peuvent plus nous permettre de penser le futur. Ou pour citer Guillaume Faye, « L'idéologie hégémonique n'a plus rien à proposer, plus de solution, sauf à se renier. Sa seule réponse, simulacre et faux semblant, faire oublier, détourner l'attention. » La stratégie du spectacle décrite par Guy Debord quand elle fonctionnait à plein régime, alors qu'aujourd'hui, malgré sa sophistication démultipliée comme un moteur au réservoir presque vide, elle tousse et se grippe. Nous sommes en face d'un vide idéologique tonitruant, de valeurs éculées et émoussées, d'une impuissance de sens, et les intellectuels officiels n'ont pas de Viagra mental pour les stimuler. C'est une conjoncture qu'il faut saisir par les cheveux. Ce qui vous donne d'ailleurs une idée du style très particulier de Guillaume Faye, qui est d'ailleurs, contrairement à beaucoup de penseurs qu'on pourrait qualifier de droite, plutôt très favorable au transhumanisme, aux modifications génétiques, aux biotechnologies, etc. D'où le archéofuturisme d'ailleurs. Parce que le but profond de l'archéofuturisme, c'est de réconcilier les technosciences et l'archaïsme. Selon Faye, le passéisme de la droite l'empêche de s'intéresser aux problématiques technologiques ou biotechnologiques et c'est à cause de ça qu'elle a toujours un train de retard. Et il va même plus loin en affirmant que les progrès de la science font intégralement partie de la culture européenne et qu'il ne faut donc pas les renier. Et plus encore, le progrès, tout comme la capacité à se remettre en question, seraient des caractéristiques propres au monde occidental et tout particulièrement pour les Européens. Renier le progrès pour un Européen, ce serait en quelque sorte se renier soi-même. Il existe une grande confusion sur le clivage gauche-droite, chacun y allant de sa petite définition en fonction de ses propres orientations idéologiques. Pour les uns, par exemple, il s'agit d'un clivage opposant les partisans de la République aux partisans de la monarchie. Pour d'autres, il s'agit en particulier d'un clivage religieux opposant les antichrétiens aux catholiques. Pour d'autres encore, il s'agit d'un clivage entre progressistes et réactionnaires, etc. Alors, bien sûr, il y a une part de vrai dans chacune de ces acceptions, mais aucune d'entre elles ne subsume totalement ce clivage qui connaît de multiples reconfigurations à travers l'histoire en fonction des différentes forces en présence. Pour vous donner simplement un petit exemple, si la gauche s'est longtemps trouvée du côté du progrès technique, pensant que ce dernier serait une force d'émancipation, force est de constater que la gauche adopte aujourd'hui un discours bien plus méfiant à cet égard. Et pourtant, malgré cette réorientation idéologique, la gauche reste en continuité avec elle-même et avec son histoire. Pourquoi donc ? Eh bien, parce que le fond de la pensée de gauche, ce qui fait l'unité entre ces différents courants idéologiques, c'est l'égalitarisme. Ce qu'on appelle la gauche est l'expression politique de la tendance égalitaire qui fait de l'égalité, comme son nom l'indique, une valeur bonne en soi, dans l'absolu, et qui se propose comme finalité eschatologique de tout discours politique. A l'inverse, la droite, elle, est née et s'est cristallisée historiquement comme force politique en réaction à la tendance égalitaire. Et de ce point de vue, on peut donc dire de la droite qu'elle se distingue fondamentalement de la gauche par sa façon de reconnaître le fait inégalitaire. Alors cela ne veut pas dire bien sûr que pour la droite, toute inégalité est juste ou bonne en soi, bien entendu, il peut y avoir des inégalités injustes à corriger, mais la droite reconnaît que l'inégalité est un fait nécessaire de la société, et propose donc à l'inverse un ordre pour ordonner harmonieusement toutes ces inégalités. Or, vous comprenez d'emblée la faiblesse de la droite par rapport à la gauche. La gauche est mue par une vision eschatologique de l'histoire, devant réaliser toujours davantage le projet égalitaire, alors que la droite, elle, se propose simplement de la contrer, au nom généralement d'un simple réalisme. Et c'est ici que Guillaume Faye entre en scène. Ce dernier s'inscrit dans un courant philosophique
que Giorgio Locchi a nommé le surhumanisme en référence à Nietzsche. Nietzsche est en effet connu pour sa critique farouche des idées égalitaires de son temps, mais il n'a pas simplement cherché à analyser l'égalitarisme et à en chercher les causes généalogiques, il a plutôt cherché à le combattre. Mais pour cela, il n'a pas simplement proposé une philosophie inégalitaire ou anti-égalitariste, comme le faisaient généralement les philosophes réactionnaires ou conservateurs, il a plutôt cherché à susciter un projet différent du projet égalitaire, il a cherché à animer une autre volonté. Et c'est ce qu'a très bien mis en évidence Giorgio Locchi, en montrant qu'avec Wagner et Nietzsche, avait émergé une nouvelle tendance historique au sein de la société européenne, à savoir la tendance surhumaniste, qui reconnaît elle aussi le fait inégalitaire comme la philosophie de droite classique, mais en tâchant d'aller plus loin. Si cela vous intéresse, j'expose tout cela en détail sur ma propre chaîne YouTube, dans ma vidéo consacrée au Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste de Giorgio Locchi. Or, Guillaume Faye a lui aussi cherché à apporter sa pierre à cet édifice surhumaniste, en proposant notamment une vision métamorphique de l'histoire, la seule permettant à ses yeux de sortir de ce cycle égalitaire qui conduit les peuples européens à la ruine et à la sortie de l'histoire. Et pour cela, il propose toutes sortes de pistes idéologiques dans son ouvrage, des pistes extrêmement intéressantes, à commencer bien sûr par l'archéofuturisme lui-même, mais aussi le syntagme de constructivisme vitaliste, qui est un cadre de pensée global qui allie une conception organique de la vie, à commencer donc par la conscience du fait inégalitaire, avec les visions du monde complémentaires, de la vision de la volonté de puissance nietzschéenne, de l'ordre romain et de la sagesse réaliste des Grecs. Par son nom seul, le constructivisme vitaliste associe deux structures mentales essentielles. Avec le constructivisme, on lie volonté politique de puissance, projet esthétique de construction de civilisation, esprit faustien, et avec le vitalisme, on lie réalisme, on lie mentalité organique et non pas mécanique, respect de la vie et autodiscipline, et également prise en compte des réalités anthropologiques, notamment des réalités ethniques. Le constructivisme vitaliste semble donc, aux yeux de Guillaume Faye, une vision bien plus positive et mobilisatrice que le simple anti-égalitarisme de la droite classique, même si l'anti-égalitarisme en est une part essentielle. Guillaume Faye est donc profondément anti-égalitariste. Et pour lui, renoncer à l'égalitarisme, ça implique aussi d'affirmer que la civilisation européenne est supérieure aux autres par sa créativité et son influence. Et ça, c'est probablement le propos le plus scandaleux qu'on puisse tenir aujourd'hui. Mais voilà, Guillaume Faye, lui, il aime la provocation, il aime déranger. En revanche, il considère aussi que les Européens devraient arrêter de penser pour la planète entière et de renoncer à ce vice qu'est l'universalisme qui consiste à imposer son mode de vie au monde entier. Il explique notamment que les économies traditionnelles ne sont pas sous-développées. En fait, ce concept de sous-développement est une absurdité pour lui. C'est une invention du progressisme. En clair, tout ce qui ne ressemble pas à l'Occident est sous-développé. Or, parler de sous-développement, c'est de l'ethnocentrisme mal placé, c'est-à-dire une manière de juger le monde en considérant que notre mode de vie est la norme. Le sous-développé, pour le progressiste, c'est le barbare à qui il faut aller imposer la civilisation. Or, ce fut bien à cause de cette vision des choses qu'a été commise la colonisation, qui a généré cet énorme sentiment de culpabilité qui perdure encore aujourd'hui. Comme si les habitants de pays dits sous-développés étaient moins heureux que des New-Yorkais ou des Parisiens, alors qu'en vérité, ils le sont parfois même plus. Mais l'universalisme de l'Européen consiste à juger le monde à travers ses normes. Et cette vision du monde finit par devenir, pour lui, un autre motif de culpabilisation. L'occidental finit par avoir honte d'être plus développé que d'autres. Mais Faye va encore plus loin, et ça risque d'en choquer certains, parce qu'il dit qu'il faudrait assumer une économie mondiale à deux vitesses. Pour lui, ce qu'il appelle la technoscience devrait être l'apanage d'une minorité. Il parle de 10 ou de 20% de l'humanité. En fait, il va complètement dans le sens des écolos les plus radicaux, qui prônent la décroissance. Sauf que cette décroissance n'a pas à concerner absolument tout le monde. Alors, l'idée peut sembler
choquante, mais c'est pourtant effectivement le fait d'avoir étendu les progrès de la science au monde entier qui a en grande partie mené aux problèmes écologiques actuels. Cependant, il faut quand même souligner que Guillaume Faye ne s'oppose pas à la mondialisation. Parce qu'après tout, la mondialisation par le commerce international existe depuis très longtemps. Mais il est contre son effet secondaire, le cosmopolitisme et le mélange des peuples défendu au nom de la diversité, alors que ce cosmopolitisme, à la longue, ne peut que provoquer l'uniformisation des peuples. Et c'est peut-être une très bonne chose pour certains, mais dans ce cas-là, pourquoi le défendre au nom de la diversité? C'est quand même une drôle de contradiction. La semaine prochaine, je vous proposerai une lecture d'une nouvelle de Guillaume Faye, Une journée de Dimitri Leoninovitch Oblomov, dans laquelle il décrit avec beaucoup de détails une utopie archéo-futuriste. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous parce que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail. L'idée européenne joue un rôle essentiel dans la pensée de Guillaume Faye et est aujourd'hui à ses yeux le cœur d'une pensée identitaire moderne. Et ce pour deux raisons au moins à mon sens. Une raison tout d'abord que je qualifierais de civilisationnelle, et une autre de purement politique et réaliste au sens machiavélien du terme. La première raison devrait être évidente à tous les Européens, pourvu qu'ils ne versent pas ni dans l'ethnomasochisme, ni dans le chauvinisme le plus vulgaire, à savoir que les différents peuples européens possèdent une souche commune et ont bâti une civilisation riche de millénaires d'histoire. Cette civilisation est riche de ses diversités nationales, bien entendu, mais cette diversité n'est en rien une entrave à son unité. Prenez Sparte et Athènes, par exemple. Ces deux cités avaient beau être des cités-États indépendantes et même rivales, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut comprendre l'histoire de Sparte sans connaître celle d'Athènes, et vice-versa. Or, il en va de même pour les différents pays européens entre eux. On ne peut comprendre l'histoire de France, par exemple, sans la rapporter aux grands épisodes politiques et culturels qui ont touché l'ensemble du continent, à moins d'amputer des parts essentielles de son identité. Comme le faisait remarquer très justement Dominique Vénère dans Histoire et tradition des Européens, tout grand mouvement né dans un pays d'Europe a trouvé aussitôt son équivalent chez les peuples frères et nulle part ailleurs. Et c'est à cela qu'on mesure la communauté de culture et de tradition malgré les conflits interétatiques qui ont opposé les Européens. Les poèmes épiques, la chevalerie, l'amour courtois, les libertés féodales, les croisades, l'émergence des villes, la révolution du gothique, la renaissance, la réforme et son contraire, l'expansion au-delà des mers, la naissance des États-nations, le baroque profane et religieux, la polyphonie musicale, les lumières, le romantisme, l'univers faustien de la technique ou le réveil des nationalités, tout cela est en partage chez les Européens. Et il faut bien le reconnaître, il est difficile de parler d'une histoire séparée de la France, de l'Allemagne ou de l'Espagne. Il y a bien plutôt une histoire européenne, éventuellement examinée d'un point de vue français, italien, allemand ou anglais. Mais s'il y a bien une unité de civilisation, une base ethnoculturelle commune entre les différents peuples européens, la nécessité de penser politiquement l'Europe apparaît aux yeux de Guillaume Faye comme une urgence pour répondre aux nouveaux défis de notre temps. Si nous voulons en effet opérer une révolution politique et intellectuelle, si nous voulons œuvrer en vue d'un changement radical de paradigme et sortir du cycle égalitaire qui conforme aujourd'hui l'Occident et qui s'étend progressivement au reste du monde, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Une nation indépendante, comme la Suisse ou la Norvège par exemple, peut très bien disposer de la pleine souveraineté de son territoire et de ses droits régaliens, mais qui peut croire qu'elle dispose à elle seule de la possibilité de réorienter l'ordre du monde et de renouer avec la puissance à l'échelle mondiale. Car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les Européens, pour revenir dans l'histoire, doivent renouer avec la puissance. Et l'Europe est la dimension nécessaire pour réaliser cette ambition. Il ne s'agit pas de renier les enseignements du nationalisme français classique, ni des autres nationalismes d'Europe d'ailleurs, mais de ne pas s'attacher à une forme obsolète. Comme le rappelle très justement Guillaume Faye, une idéologie est impuissante si elle s'exclut de l'arène des débats. Les maurassiens de stricte obédience, par exemple, ont fait sortir leurs idées de l'histoire en s'attachant au régime dépassé du royalisme, dit Faye avec sévérité. Alors cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien à retenir de Maurras, bien au contraire, mais cela signifie qu'il n'y a pas à s'attacher à la lettre d'une doctrine et à s'enfermer dans des combats obsolètes. Et il en va de même à gauche aujourd'hui d'ailleurs. Ceux qui mènent la danse de nos jours ne sont pas les paléomarxistes qui se réclament encore de l'URSS ou du marxisme-léninisme, mais plutôt ceux qui, s'inspirant toujours de Marx, ont poursuivi sa pensée et l'ont étendue à des nouveaux champs de lutte.
Alors, l'Union européenne actuelle n'est certes pas l'Europe puissance dont nous avons besoin, il s'agit d'une institution pleine de défauts, minée par de nombreux dysfonctionnements internes, tout cela est vrai, mais si détestable qu'elle soit, elle possède néanmoins le grand mérite de faire penser tout le monde en fonction de l'Europe et d'élargir notre horizon que nous le voulions ou non. Ne manquons donc pas le coche. Au lieu de nous exclure volontairement des débats au profit d'utopies nostalgiques, sachons plutôt nous montrer réalitaires et acceptants, et sachons apporter notre propre conception de l'Europe. Une Europe civilisation contre cette Europe technocratique, et une Europe futuriste capable de relever les défis démographiques, militaires, technologiques et écologiques modernes, contre cette Europe humanitariste contemporaine qui n'a pour seule volonté que de sortir de l'histoire. Alors, en guise de conclusion personnelle, je voudrais remercier très chaleureusement mon hôte, Maudin Malin, pour son invitation, et je voudrais tout particulièrement le remercier d'avoir consacré une vidéo entière à l'archéofuturisme de Guillaume Faye. Je suis personnellement très heureux d'avoir travaillé à la réédition de ce livre avec l'Institut Iliade, et j'espère par conséquent que vous serez nombreux à vouloir le découvrir grâce à la vidéo de Maudin Malin. Alors, si les réponses que j'ai esquissées dans cette vidéo vous intéressent et que vous voulez en savoir davantage, je me permets de vous renvoyer à ma propre chaîne YouTube intitulée Egonon, qui propose des vidéos de philosophie politique, mais aussi occasionnellement des vidéos d'histoire ou de littérature, et qui propose également des entretiens avec des intellectuels contemporains, et ce sur des thèmes divers. Et en particulier, si vous voulez approfondir les thématiques abordées aujourd'hui, je me permets de vous recommander 3 vidéos en particulier. Tout d'abord, sur le thème de l'inégalité, eh bien, une de mes premières vidéos consacrée au philosophe russe Nicolas Berdyaev, qui avait écrit un livre sur l'inégalité au moment de la révolution bolchevique. Sur le thème de l'Europe, ma vidéo sur Adriano Romualdi et la crise du nationalisme moderne. Et enfin, sur le thème du surhumanisme, donc ce courant philosophique dans lequel s'inscrit Guillaume Faye, je vous recommande ma vidéo sur le grand livre de Giorgio Locchi, Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste, un livre qui a également été édité récemment à l'Institut Iliade, un livre très important, Giorgio Locchi étant, avec Nietzsche, le principal inspirateur de Guillaume Faye selon son propre aveu. Voilà, j'espère donc que ces vidéos vous intéresseront, et pour conclure, je remercie à nouveau très chaleureusement mon hôte.